For You Radio, Malabo, Oyala, Bata, Koudougou. For You Radio, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Maïdougouri. L'écho de l'écho, c'est les phrases d'information économique et business de l'Afrique et du monde sur votre radio. Tous les lundis, mercredis et vendredis sur For You Radio. Écho de l'écho, Bégou des Madone. Et vous écoutez For You Matin sur For You Radio entre 6h et 10h30. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Eh bien, c'est l'heure de l'écho de l'écho et nous sommes avec le docteur Yam Timba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Bégoudé. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Alors désormais, c'est le super à 730 francs CFA le litre, le gasoil à 720 francs CFA le litre et le pétrole vendu par le SCDP aux industries à 560,19 francs CFA le litre. Eh bien, il faut rappeler également que le prix du pétrole lampant a été maintenu à 350 francs CFA par litre à la pompe, ainsi que le prix du gaz domestique sur le marché resté à 6 500 francs CFA. Docteur Yam Timba, on parlait dernièrement des injonctions du FMI. Est-ce qu'on peut dire cette fois-ci que le Cameroun a abdiqué? Est-ce que le Cameroun a cédé? Le Cameroun n'a pas fait ce qu'il fallait pour ne pas suivre cette pente. Mais en réalité, c'est une situation un peu alambiquée à la camerounaise, c'est-à-dire que le gouvernement on a l'impression que c'est simple, mais en même temps, de l'autre côté, quand on y regarde d'un point de vue purement économique, c'est plutôt une situation bizarre qu'on aurait pu éviter simplement. Et d'ailleurs, il faut expliquer cette hausse-là, parce qu'après, les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose. Le gouvernement a procédé à une opération de maquillage qui malheureusement n'aide pas le Cameroun. Ça ne nous permettrait pas du tout d'avancer. On est dans une situation de blocage structurel systémique, quoi qu'on fasse, tant qu'on ne fait pas ce qu'il y a lieu de faire correctement. D'abord, par rapport à cette hausse, c'est juste une des propositions du FMI. Le FMI en avait fait 5, ça c'était la troisième, qui demandait une hausse générale de 21%. Et si vous regardez bien, l'essence c'est 15,8%, le gazole c'est 25,2%, l'essence c'est 100 francs, le gazole 145 francs. Quand vous rapportez les deux, ça vous donne 21%, à peu près 21%. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'est-ce que le gouvernement recherche réellement? Parce que quand vous regardez la structure des prix de l'essence, eh bien, il y a des choses que vous ne comprenez pas du tout. Il y a énormément de taxes. Il y a 26 taxes sur le carburant. Et il y a le fait que tout cela, avant la hausse, ça permettait à l'État de percevoir 349 francs par litre de carburant que vous achetez. Donc là, on parle de licence. Et l'État, lui, reversait 134 francs à peu près pour chaque litre sous forme de subvention. Donc, en réalité, ça n'a aucun sens parce que l'État prend 349 francs, reverse 134 francs de subvention, ce qui fait que l'État a une marge de 245 francs. Donc, l'État pouvait tout simplement prendre sa marge de 245 francs sous forme de taxe et ne pas avoir besoin de hausser ça à 349 puis reverser 134. En fait, ça donne une apparente complexité de la fiscalité pétrolière alors qu'il n'y en a pas. C'est juste des pistes pour enfumer en réalité tout le monde dans ce cas-là. Donc, l'État, au fond, maintient de cette façon-là sa recette et puis cette subvention n'avait aucun sens. Donc, aujourd'hui, en faisant cette espèce de hausse, l'État a simplement maintenu ces 349 francs. Mais pour quelle raison? Parce qu'il faut aller chercher la raison pour laquelle l'État fait ça. L'État fait ça pour avoir la possibilité de payer un peu plus d'argent aux créanciers extérieurs dont le FMI est l'huissier et l'agent de recouvrement. En fait, c'est ça le problème de fond. Parce que
Pour ce qui est des distributeurs de pétrole, en fait, ils ne gagnent pas grand-chose. Hein. Dans tout cela, ils ont des marges qui, pour certains, ils vont tourner autour de 4% par litre, c'est-à-dire 16 francs à la pompe. Donc, ce n'est pas là-bas que ça se trouve. Donc, maintenant, la difficulté, c'est que on ne comprend pas du tout ce que l'État voulait faire. Est-ce qu'il y avait vraiment autre chose que l'objectif d'avoir un peu plus d'argent pour payer les créanciers extérieurs, donc payer la dette extérieure dont on ne voit pas la valeur ajoutée? Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez cette dette énorme extérieure de 8 à 9 000 milliards, qu'est-ce qu'on en a fait? On ne sait pas. On ne peut pas vous dire voilà exactement la valeur ajoutée. On a pris des dettes parfois pour des programmes non rentables, parfois pour des choses qui étaient simplement purement administratives. Alors qu'on ne devrait pas s'endetter pour ce genre de choses-là. Ce n'est pas une idée géniale que de le faire. Là, l'État hausse plus le gazoil et moins l'essence, ce qui veut dire que l'État n'est pas dans le soutien, dans la perspective de soutien, par exemple, au transport, c'est-à-dire qu'à tout ce qui est soutien au prix bas des produits de première nécessité, puisque tout ça va passer par le fret, tout ça va passer par les transports, le transport par camion, etc. Donc ça va obérer les prix. Mais si on dit ça comme ça, on a l'impression que vraiment l'État du Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, derrière, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La subvention annoncée était de plusieurs centaines de milliards pour cette année. L'année dernière, c'était 700 milliards, a dit l'État. Il est inadmissible qu'on subventionne des choses comme ça. C'est-à-dire, quand l'État se met à mettre 700 milliards pour subventionner le carburant, ce n'est pas sérieux. Ces 700 milliards auraient pu servir à construire des écoles, à équiper les laboratoires dans les universités, à construire des usines, à construire des exploitations agricoles. On ne peut pas subventionner quelque chose comme ça. Parce que en subventionnant ce genre de choses, on facilite la coupe de nos forêts, on facilite toute une gamme d'industries qui sont totalement inutiles à notre pays, comme tout ce qui est lié à la farine, tout ce qui est lié au riz, des choses de ce genre. Alors que on devrait normalement avoir des subventions, on ne devrait pas du tout subventionner tout ce qui est entreprise, parce que les entreprises sont créées pour pouvoir faire de l'argent. Si quelque chose n'arrive pas à gagner de l'argent et a besoin qu'on prenne l'argent qui peut servir à construire une école primaire et maternelle, un hôpital, à pouvoir créer une autre entreprise, à pouvoir former, alors qu'on devrait former des ingénieurs, des médecins, des managers, des journalistes comme vous, ça veut dire que, en fait, cette activité-là n'a pas d'intérêt. Mais si c'est pour faire des infrastructures, oui, l'État peut investir là-dedans. Or, si on n'a pas la capacité d'investir parce qu'on va soutenir la transformation du blé, il y a quand même un problème qui est dans notre pays. Donc, il y a toute cette complexité qu'il faut voir. Ce n'est pas simple, cette affaire. C'est-à-dire qu'on doit structurer quelque chose pour qu'un certain nombre de personnes puissent toujours avoir largement de quoi vivre. Lorsqu'on prend 700 milliards, on dit qu'on a subventionné le carburant, on a simplement dit qu'est-ce qu'on a soutenu un certain nombre de personnes, en fait, qui prennent du carburant au port, qui le revendent et on leur permet de gagner des milliards de francs CFA, alors qu'ils devraient se battre pour faire leur activité économique normalement, sans que l'État soit là-dedans. Ou alors que l'État nationalise cette activité, et dans ce cas-là, on comprendrait qu'il y a d'autres types de bénéfices qu'on attend. Et justement, vous parlez depuis plusieurs années de nationaliser évidemment ce secteur. Alors, on parle également avec vous ce matin de la rémunération des agents publics qui est revue à la hausse à un taux de 5,2%. On parle bien sûr d'une somme aujourd'hui qui a été proposée par le gouvernement, notamment 42 000 francs CFA, comme SMIC aujourd'hui révalorisé. Déjà, comment comprendre cette possible révalorisation du SMIC et comment comprendre ce pourcentage de 5,2%, Dr Yam Timba? Il faut que nous évitions de nous enfermer dans ces débats parfaitement stériles et inutiles. Le gouvernement n'a rien fait, ne veut rien faire pour que le sort des Camerounais s'améliore de façon substantielle. Peut-être ponctuellement, peut-être qu'ils ont d'autres plans pour le long terme, mais là, clairement, quand on regarde cette espèce de ces propositions-là, elles sont plutôt de nature à déranger, comme on dit.
parce que le sac de riz va coûter bientôt 40 000 francs et vous dites que c'est le SMIC. Donc, quelqu'un va travailler pendant un mois pour pouvoir acheter un sac de riz. Il y a quand même un problème là. C'est pas sérieux. Donc, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur des petits paramètres en matière de gestion publique. On agit sur les grands ensembles, les grandes projections. Et sur les grandes projections, malheureusement, le gouvernement ne fait pas le boulot. Je vous explique pourquoi je tiens ce discours. Lorsque le gouvernement a pensé certainement qu'il pouvait faire passer la pilule de la hausse du prix du carburant en disant aux gens, vous allez gagner un peu plus. Mais si quelqu'un gagne 100 000 francs et que vous ajoutez 5 200 francs sur son salaire, ça ne paye même pas le transport d'une semaine. Donc, vous n'avez rien fait en réalité. Au contraire, vous lui avez créé des charges supplémentaires. C'est-à-dire que cette hausse-là a un effet négatif sur la trésorerie de tous les salariés, particulièrement les salariés du secteur public, parce qu'eux, ils ont de très mauvais salaires, et particulièrement ainsi que les salariés des PME, qui ont également de très mauvais salaires. Ça va créer des charges supplémentaires, ça détruit en fait la valeur de leur salaire. Or, aujourd'hui, parce que, je vais vous dire, là, le taxi, de manière informelle, est passé à 300. Quand vous allez dans la ville, c'est 300 francs. Donc, quand vous multipliez 50 francs fois 22 jours de travail, vous voyez un peu ce que la personne paye. Maintenant, à côté de ça, vous allez voir que de manière informelle, il va y avoir sur le marché, tout a augmenté, le prix a augmenté. Donc, vous voyez que les fameux 5 000 ne soutiennent rien du tout. Bien au contraire, ça a détruit de la valeur, la hausse du prix du carburant a détruit de la valeur parce que les 100 000 francs, que la capacité, le pouvoir d'achat des 100 000 francs va diminuer tout simplement. Et cette destruction de la valeur va créer des temps extrêmement durs et il y a des risques de tension sociale importants. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Évidemment, le FMI pousse dans ce sens-là pour 2 ou 3 raisons. D'abord parce que le FMI et notre administration ne veulent pas, auraient pu, alors qu'ils auraient pu éviter la hausse du carburant, malheureusement n'ont pas fait cela. Or, il y avait 2 choses simples à faire. La première, c'est qu'on a de l'argent dans par le mécanisme franc CFA, on a quand même 5 000 milliards au trésor français. On aurait pu prendre 1 000 milliards là-dedans, régler le problème du complexe pétrochimique de Limbé depuis longtemps, et on aurait pu ramener le prix, le litre du carburant, même si l'État décide de prendre cette 349 francs à moins de 500 francs CFA. Mais si l'État rationalise la fiscalité autour en créant de l'industrie pétrochimique qui lui permet de faire des prélèvements en amont, ça fait qu'il peut réduire sur le produit fini, les produits finis. Ça va permettre qu'on puisse avoir du carburant peut-être à moins de 400 francs, même peut-être moins de 500 francs. Ça peut soutenir l'industrie économique parce que ce sera le pétrole local. Alors maintenant, la question est-elle de devoir avoir un prix élevé, de faire des prélèvements importants? Non, vous bloquez, vous bridez malheureusement. En fait, vous prenez la trésorerie des ménages et la trésorerie des entreprises et vous l'exploitez là-dedans pour payer les dettes. C'est ça le problème. Et au lieu que ces gens puissent investir, que ces gens puissent même déjà vivre, parce que quand vous regardez les salaires, ils sont plutôt, le niveau est généralement bas. L'autre chose qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu lever ces 1 000 milliards, compte tenu du fait que nous avons quand même des banques sur liquide, on aurait pu lever ces milliards dans les banques et puis l'État s'engage, l'État il s'assure lui-même et les banques peuvent financer 1 000 milliards. Et il y a quand même de la surliquidité qui est de plusieurs milliers de milliards et donc de l'argent qui est là dont on ne fait rien. On aurait pu prendre cet argent et on sait très bien que c'est à cause du mécanisme des francs CFA que nos banques n'arrivent pas à financer l'économie. N'allez pas tuer nos banquiers. C'est le franc CFA qui les bloque et qui les empêche en grande partie de façon systémique, mais pas nécessairement de façon totale, mais de façon systémique à financer l'économie à la hauteur de leur capacité financière. Bon, aujourd'hui, on a quand même la CNPS et la SNI ont assez de ressources, auraient pu financer le complexe pétrochimique de Limbé aussi. Bon, maintenant, ici, ajoute la caisse de dépôt et consignation. Nous espérons que c'est une solution directe, immédiate et efficiente qu'on ne peut pas ignorer. Permettez-moi de dire un mot sur le FMI parce que c'est extrêmement important. Sur le plan économique pour comprendre notre économie. Alors, le FMI, il faut le comprendre, ne vient pas ici nous aider à nous développer. Hein. C'est un usurier. C'est-à-dire que c'est un huissier des usuriers qui est brutal et qui est sans cœur, qui n'a d'oreille
que pour l'argent prêté, mais qui n'assure pas le service après-vente de l'emprunt. En fait, il faut changer le système. Le FMI ne peut pas simplement venir dire on prête de l'argent à l'État du Cameroun et après on va recouvrer. Non, il faut que désormais, à mon avis, tous les prêts contractés par l'État du Cameroun soient autorisés par le Parlement. Ça permet que la chaîne pour des avis et de la décision est quand même assez longue pour examiner en profondeur la pertinence ainsi que la viabilité et la rentabilité éventuelle de ces prêts-là. Donc, il faut que le FMI s'engage, ainsi que tous les créanciers extérieurs, qui puissent s'engager sur la rentabilité et la productivité des emprunts. Il faut qu'on sorte de la bureaucratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement être sur la procédure d'emprunt et pas sur le résultat, le succès de l'emprunt. Il faut qu'on intègre ces paramètres-là qui sont très importants. Parce que ça amène le FMI et les prêteurs à être responsables du contrôle de gestion et donc co-responsables des dettes contractées. C'est pour protéger notre peuple. Il faut qu'on protège notre peuple qui ne peut pas être en train de détruire le peu de ressources qu'il a pour payer des dettes dont il n'a pas vu, dont il ne voit aucune valeur ajoutée. Parce que c'est trop facile, à mon avis, d'emprunter aux gens qui ont un mauvais historique de gestion et venir faire souffrir les citoyens dynamiques, bosseurs, qui n'ont aucune idée des conditions d'emprunt d'une dette dont on ne voit d'ailleurs pas l'apport en valeur ajoutée. Je crois que notre gouvernement ne devait jamais emprunter sans l'accord écrit du Parlement. Jamais. Et nous devons réduire les prêts. Les prêts ne doivent concerner que des projets lucratifs. Uniquement. Les mécanismes d'amélioration de la gouvernance, des choses comme ça, non, pas du tout, on ne doit pas emprunter pour ça. On a des grandes écoles, on a l'INAM, on a l'Institut supérieur de management public, on a les universités. Ils doivent imaginer les systèmes de gouvernance et les mettre en place. Et l'État doit trouver les moyens pour financer ça. On ne peut pas aller emprunter pour des choses qui ne nous rapportent rien. Les prêts extérieurs, les prêts de l'État doivent être réduits aux seules activités lucratives qui ont la capacité de remboursement. Voilà pourquoi les prêteurs doivent s'engager sur la viabilité des projets, de telle sorte qu'ils soient co-responsables des dettes qui ont été créées et du coup, les situations comme cette hausse-là ne devraient jamais avoir lieu parce que la rentabilité des projets doit être un critère éliminatoire. L'engagement du prêteur sur la rentabilité du projet doit être la même chose. C'est valable pour nos banques locales. Quand nos banques prêtent, il faut qu'elles s'engagent là-dedans et s'assurent qu'elles se sont engagées sur la rentabilité et sur la viabilité des projets. Pas seulement quand on vous donne l'argent, on vous dit études de marché. C'est les choses dépassées. Quand on vous dit allez faire les études de marché, prenez faire des études, vous remplissez des centaines de pages, on dit on regarde la procédure, on vous a emprunté là. Non. Il doit y avoir une co-responsabilité. J'ai dit ça pourquoi? J'ai développé tout ça pour dire que, en fait, vous comprenez que quand on n'a pas pris ces précautions, on peut venir déclarer qu'on a aussi le SMIC à 41 000. Vous aussi le SMIC à 41 000 sur la base de quoi? Le coût de la vie est-il celui-là au Cameroun? Est-ce que c'est le coût de la vie? Vous ne pouvez pas dire le SMIC et ne pas l'aligner sur le coût de la vie minimal, le coût minimal de la vie. Vous ne pouvez pas hausser les salaires alors que les syndicats demandaient 30%. Ce qui pour moi était déjà très peu parce que ce qu'ils demandaient là correspondait au salaire de 93. Or, avant la dévaluation, aujourd'hui, le coût de la vie par rapport à 93 est infiniment plus élevé. Et lorsque le gouvernement lui-même reconnaît que ses agents peuvent détourner 6 000 milliards en 10 ans, il y a quand même un problème. Et qu'il peut mettre 700 milliards dans des subventions au carburant pour que 2-3 personnes puissent malheureusement faire des profits indus. Non, ce n'est pas normal. Et que nous n'ayons ni école, ni laboratoire, ni atelier dans nos lycées et nos collèges et nos universités, et qu'on n'ait pas de route, c'est pas normal. Si on mettait 500-700 milliards chaque année pour construire les routes dans ce pays, nous aurions le meilleur réseau routier d'Afrique. Mais on ne l'a pas. Donc, il faut revoir tout ça. Et il faut comprendre que la mesure du gouvernement sur le SMIC, elle est malvenue parce qu'elle crée plutôt un effet négatif de destruction de la valeur et ça réduit curieusement le pouvoir d'achat de tous ceux qui ont des salaires au Cameroun.
Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est quelque chose qu'il faut revoir. Et l'État doit promouvoir les transports en commun et non pas continuer à donner la priorité au transport des particuliers qui est très polluant, qui coûte extrêmement cher en tous les termes, assurance, accident, etc. Alors que les transports en commun permettrait de fluidifier davantage les villes et d'activer l'économie. Merci Dr Yamtimba. Alors on comprend que ces mesures, soit dit en passant, qui étaient faites pour permettre de juguler la crise ou alors de contenir une possible tension inflationniste et puis une crise au sein des consommateurs, eh bien elles sont malvenues, ces différentes mesures, et presque, je dirais, insuffisantes même également. Mais la petite question que j'aimerais poser, c'est lorsqu'on revoit à la hausse justement de 5,2% seulement le SMIC, eh bien, qu'est-ce qu'on fait du secteur privé? Écoutez, il se trouve que dans ce pays, les gens pensent que le secteur public est une bulle, le secteur privé est constitué d'autres choses. C'est pour ça que je vous dis, un État réagit sur les grandes orientations, sur les grandes perspectives, de manière stratégique par rapport à tout le pays. Ce n'est pas de cette façon-là. Et j'aime vous dire en avant, vous allez bien comprendre pourquoi je dis ça, parce que, vous parliez de tension inflationniste. C'est structurel dans le cadre du franc CFA qui est de l'inflation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans le cadre de cette monnaie-là, de la gestion du franc CFA, vivre autrement que du point de vue de l'inflation. Mais attention, d'une inflation totalement bloquante. Parce que l'inflation, vous pouvez avoir une inflation qui porte l'économie. La hausse des prix n'est pas nécessairement quelque chose qui bloque l'économie. Mais dans le cas, ça peut porter l'économie dans le cas où il y a une hausse des prix qui s'accompagne aussi d'un investissement important. Le problème chez nous, c'est que vous avez une hausse des prix qui est couplée à une réduction de l'investissement. Ça fait que vous avez une situation économique inédite qui n'est pas encore bien étudiée, mais que Tunjiang Premier avait déjà entreaperçu dans Monnaie Servitude de Liberté, et il y avait déjà au CNDA en 1966 qui percevait, c'était pas encore tout à fait précis, mais qui le percevait et qui disait, ça va créer une situation extrêmement bizarre. Et nous la vivons aujourd'hui, c'est-à-dire vous n'avez pas d'investissement conséquent, mais vous avez une hausse généralisée des prix. Comment des prix dans un pays peuvent-ils augmenter alors qu'on ne produit rien? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'artificiel qui entraîne cette hausse des prix, qui provoque cette hausse des prix et qui la maintient. Et dans notre cas, ça s'appelle le franc CFA. C'est pour ça que nous devons sortir du franc CFA et avoir notre propre monnaie. Une monnaie de la CEA, ce serait l'idéal. Mais on peut démarrer et avancer parce que le Bhoutan ou la Gambie ne sont pas plus importants que la commune de Douala 5e ou la commune de Douala 4e. Donc, ce que je veux dire par là, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que, en fait, nous avons dans cette situation assez particulière et nous avons de l'autre côté le fait que l'État ne travaille pas sur des éléments systémiques. Et comme il ne travaille pas sur les éléments systémiques, eh bien, les questions de hausse des salaires et tout cela ne vont vraiment pas du tout. On va hausser 5% dans le secteur privé. On ne va pas penser nécessairement au secteur privé. Or, il devait y avoir une approche collective, une approche inclusive ou un dialogue autour de ces questions-là pour s'assurer que, pour poser la question de savoir comment soutenir le pouvoir d'achat. Mais vous ne pouvez pas vous poser ce genre de questions si vous n'avez aucune industrie. C'est parce qu'on n'a pas d'industrie, on ne produit pas grand-chose, qu'on a du mal à se poser cette question-là. Vous êtes obligé, dans un pays qui produit quelque chose, dans un pays qui a sa propre politique monétaire et donc sa propre politique économique, vous êtes obligé de vous poser la question de savoir, tous ces biens que nous produisons, comment on va les consommer, qui va les consommer, et ceux qui doivent les consommer, comment vont-ils les acheter? Vous voyez qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre de dire on parle du secteur public seulement, alors que vous avez une hausse généralisée d'un certain nombre de produits qui concernent tout le monde et qui concernent la mobilité et le transport de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous limiter à réfléchir sur un seul secteur. Parce que mais ça, vous le faites, par exemple, vous ne produisez rien. Et vous avez donc le FMI qui est sur le dos de notre gouvernement. Vous avez les mécanismes de dépenses qui ont deux facteurs terribles qui empêchent le gouvernement de faire, j'imagine, éventuellement ce qu'il aurait dû faire. Et cela appelle naturellement à
quelque chose d'important. Il faut que nous trouvions le moyen dans nos pays de nous débarrasser du franc CFA, de nous débarrasser du FMI et de la Banque mondiale et de cette façon-là et de nous assurer que nous avons la pleine souveraineté monétaire qui nous permettra de créer nos propres industries, et lorsque nous aurons nos propres industries qui pourront satisfaire au moins les 2/3 de tous nos besoins, vous voyez que la problématique sera différente. Elle ne sera plus simplement de dire on va relever le SMIC, on va hausser les salaires. Non. La problématique économique fondamentale sera de dire tous les biens qui sont produits dans notre pays par des industries, des sociétés industrielles publiques et des sociétés industrielles privées, comment allons-nous nous assurer que les produits de ces entreprises, tous ces biens-là, sont achetés, sont consommés pour maintenir le niveau de notre économie, pour maintenir notre économie en activité. Et là, vous n'avez plus du tout les mêmes considérations tout à fait sans grande importance que celles que nous avons vu le gouvernement, à partir desquelles le gouvernement est arrivé à ces textes, qui auraient dû être des textes importants, mais qui s'avèrent être malheureusement des pchits dans le cas de la situation grave que traverse le Cameroun en ce moment, une situation économique terrible, difficile, malheureusement, et donc pour laquelle, et qui n'est pas adressée convenablement. Et ça, c'est quelque chose, nous l'espérons, que les dirigeants actuels vont comprendre, qu'ils vont arranger très rapidement, parce que de toutes les façons, s'ils ne le font pas, il faut qu'en 2025, on s'assure que les panafricains puissent prendre le pouvoir. Le peuple doit le savoir. C'est eux qui savent quels sont les vrais problèmes de notre pays et de notre continent. Il faut leur passer le relais. D'accord. Et les problèmes. Merci Dr Yam Timba ce matin d'être passé par ici. Je rappelle que vous étiez l'invité de l'écho et vous êtes analyste économique et panafricaniste.